Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer les sujets suivants. Nous recevrons Renata Bergon. Vous verrez que la couture rime avec bien-être et ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Annie Wattier, généalogiste, qui va nous en apprendre un peu plus sur ce métier passionnant. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Annie. Bonjour. Merci d'être là, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. On va parler généalogie. Oui. Je vais vous demander de vous présenter. Alors, je suis Annie Wattier, généalogiste depuis 2007. J'ai ouvert mon cabinet d'abord à Saint-Amand-les-Eaux, maintenant à Cambrai. La généalogie, c'est une passion depuis que je suis adolescente. On va en parler. Est-ce qu'on peut rappeler la définition de la généalogie ? Alors, la généalogie, c'est la science qui a pour objet l'étude des filiations, la recherche des filiations. Pour cela, on utilise différentes archives, dont l'état civil, dont les recensements, les fiches matricules, différentes choses. On aura l'occasion de développer. Voilà. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Alors, quand j'étais adolescente, j'ai eu besoin de retrouver ma famille, de savoir un peu d'où je venais, quelles étaient les origines. Donc, j'ai commencé en allant aux archives, en cherchant, et puis je me suis de plus en plus intéressée. Et j'ai vu que c'était un métier, et puis j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, vous avez fait votre propre recherche, en fait. Voilà. Alors, au niveau de la généalogie, comment on constitue une recherche ? Comment ça se passe ? En premier, on commence avec un nom, un prénom, une date et un lieu, que ce soit naissance, mariage. Et puis, dans les actes, en fait, quand on lit les actes, il y a des renseignements qui sont importants, le nom des parents, leur lieu de naissance, leur année de naissance, leur âge. Et à partir de là, on remonte dans les archives avec ces différents renseignements. Et on retrouve les autres actes, naissance, mariage, décès, et on remonte comme ça la généalogie. Donc, vous vous servez de quelle archive, de quel document ? En premier, toujours l'état civil. Acte de naissance, mariage, décès. C'est la base de la recherche, elle est à partir de là. Alors, pour travailler sur une recherche généalogique, est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres corps de métier ? Comme des notaires Tout à fait, voilà. Alors, moi, je fais Alors, dans la généalogie, il y a plusieurs branches, oui, on va en parler. Oui, allez-y, alors, il y a la généalogie familiale, c'est-à-dire qu'on remonte dans les archives, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, on fait l'arbre généalogique traditionnel comme beaucoup de personnes connaissent. Ça, c'est surtout les particuliers. Il y a aussi la recherche, la généalogie successorale. Donc là, on recherche plus des héritiers, des personnes vivantes. On travaille en collaboration avec les notaires, les avocats. Il y a la généalogie foncière. Là, c'est plus rechercher l'origine d'une propriété ou les descendants des propriétaires quand il y a une maison abandonnée ou des choses comme ça. Et quand vous faites une généalogie successorale, donc vous recherchez des héritiers, et ça peut vous amener où en fait Alors, ça peut cette recherche ? Alors en France, on hérite jusqu'au 6e degré. C'est-à-dire qu'en général, on recherche d'abord si la personne défunte a eu des enfants, c'est le premier ordre. Et puis après, on recherche s'il n'y a pas d'enfants, on recherche s'il y a des frères et sœurs. Et s'il n'y a pas de frères et sœurs, on recherche les oncles, tantes, cousins, cousines. Et donc, on peut aller jusqu'au 6e degré, c'est-à-dire qu'en général, on remonte jusqu'aux frères et sœurs des grands-parents et on redescend toutes les branches. C'est un vrai travail d'enquêteur, en fait. C'est ça. C'est ça. Et quand vous faites vos recherches successorales, est-ce que ça vous est arrivé donc de mettre en relation des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps, en fait ? Oui, exactement. Comment ça se passe ? Alors, c'est aussi ce qui me plaît dans ce métier, bien sûr, c'est le côté humain, parce que justement, on a l'occasion. Moi, j'ai eu l'occasion de faire retrouver par exemple, si je vous parle d'une histoire, c'était le défunt, c'était un monsieur, et il était en fait l'enfant du papa en fait du monsieur. C'était des demi-frères et sœurs en fait qui se connaissaient. Alors ils savaient, les demi-sœurs savaient qu'il existait, mais ils l'avaient jamais vu. Et en fait ils ont découvert sa vie au moment où je leur ai annoncé le décès. Et puis ils ont découvert qui c'était, quoi. Ils sont rentrés dans son appartement parce qu'après il fallait gérer
la gestion de l'appartement et tout ça. Ils ont découvert des photos. Enfin, c'était quand même très émouvant. Oui, ça doit être émouvant. Et parfois, il y a des personnes qui peuvent être touchées. Enfin, ça peut parfois même créer peut-être un traumatisme, je ne sais pas. Oui, ça peut. Oui. Ben, c'est surtout, alors de plus en plus, par exemple, on a des dossiers où on apprend aux personnes qu'il y a un des parents qui est décédé, quoi. Parce qu'il y a dans des divorces, des choses, des enfants qui n'ont pas grandi avec le père ou la mère et qui découvrent au moment du décès. Et c'est le généalogiste, des fois, qui l'apprend. Donc, pour que vous puissiez annoncer à ces personnes-là certaines informations, il faut quand même avoir du tact, enfin, il faut savoir s'y prendre. Ça ne doit pas être toujours facile, je pense. Non, c'est pas toujours facile, puis ça dépend de la personne qui est en face et comment elle le reçoit, c'est vrai. Alors moi je suis toujours dans la bienveillance et puis dans l'humain, quoi, je veux dire. Donc j'ai quand même en face de moi des personnes qui sont des fois fragiles parce que il y a des fractures dans les familles et donc oui, on fait preuve de bienveillance et puis de douceur et puis Jusqu'où ces recherches vous ont-elles emmené? Jusqu'où, c'est-à-dire je ne sais pas, peut-être vous travaillez qu'en France en dehors Alors, moi je travaille en France, en Belgique, les Pays-Bas. D'accord. Et puis, dans le Nord, on a quand même aussi on a eu beaucoup de personnes d'Italie, de Pologne, qui sont venues travailler. Donc, il y a parfois des familles, on doit aller rechercher. Donc, ça peut vous emmener loin. Donc, on disait, les personnes, elles peuvent être bouleversées parfois par certaines rencontres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà refusé de rencontrer des personnes? Ah oui, tout à fait. Oui, ça existe. D'accord. Oui. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler de la famille, qui refusent même la succession, qui ne veulent pas. Non. C'est là où on se rend compte que les personnes sont touchées et puis elles n'osent pas n'osent pas affronter c'est ça, elles restent dans quelque chose de négatif et elles veulent surtout pas. Et pour vous, durant votre carrière, quelle a été l'histoire la plus incroyable qui vous est arrivée? Je crois que toutes les histoires sont un peu incroyables. Elles ont toutes leur... oui, je crois que tout est... Il n'y a pas vraiment d'histoire qui est... Enfin, j'ai pas vraiment toutes les histoires sont incroyables parce que toutes les histoires sont différentes et qu'on a affaire à des personnes et à de la recherche qui est plus ou moins facile, plus ou moins tactique. Enfin, des fois, il faut chercher, des fois, on est bloqué... Voilà, donc, c'est un travail de fourmi en fait. C'est un travail de fourmi, c'est un travail d'enquêteur. Oui. C'est ça. Faut aimer chercher, oui. Combien y a-t-il de généalogistes en France? Alors on est, si je ne me trompe pas, on est à peu près 1000 généalogistes en France. Moi je fais partie, mon cabinet fait partie de la Chambre des généalogistes professionnels, qui elle-même fait partie de Généalogistes de France, qui chapeaute un peu il y a six syndicats professionnels, donc Généalogistes de France... regroupe tous les 95% de la profession adhèrent à Généalogistes de France, qui est quand même une garantie pour avoir affaire à des généalogistes qui sont contrôlés, qui sont formés. Il y a des généalogistes dans tous les départements. Si quelqu'un veut faire sa généalogie, est-ce que dans chaque département, dans chaque région, il peut trouver un généalogiste? Alors si, mais il n'y a pas dans chaque département. Des fois, faut aller un peu chercher. Mais par exemple, sur Généalogistes de France ou sur les chambres de généalogistes, quand on tape chambre de généalogistes professionnels, on a un annuaire de personnes de généalogistes qui travaillent. En général, un généalogiste ne travaille pas sur un département, on travaille sur une région. D'accord. Alors, il y a des particuliers qui font parfois leur généalogie eux-mêmes. Est-ce que, quand ils sont un peu bloqués, ils se retournent vers vous, en fait? Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un métier, j'en ai bien. Parce que le souci, c'est que en général, au début, quand on s'intéresse, on est curieux, ça va assez vite, et puis il y arrive des moments où on est bloqué. Quand par exemple, je sais pas, il peut y avoir une personne qui a un seul, comment ça peut être un enfant qui est né avec une seule mère, donc là c'est bloqué. Quand par exemple les personnes ont déménagé, ont bougé, on les retrouve plus. Il y a des techniques pour. C'est vrai qu'en tant que généalogiste professionnel, on sait où aller chercher l'information. On dit aussi que la généalogie est un outil de développement personnel. Et même un loisir, peut-être. Ah, tout à fait, oui, c'est vrai que ça peut être un outil de développement personnel dans le sens où
où ça permet d'en apprendre sur soi, sur sa famille. Ça permet d'aller rencontrer les personnes, en discuter. Donc ça peut ouvrir et puis permettre de différentes choses, quoi. Oui. Et au niveau de vous avez écrit au niveau de la généalogie un livret de généalogie ou généalogiste. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors je propose des livrets généalogiques, c'est-à-dire que je fais la généalogie de la personne sur plusieurs générations, sur plusieurs branches. Enfin, tout dépend de ce que la personne désire. Et puis je regroupe tout ça dans un livret généalogique. J'ajoute des recensements, des fiches matricules, des photos personnelles, ce qui permet et je propose ça sur relié, quoi, si vous voulez. Et ça peut, c'est en cadeau ça souvent. Oui, c'est une bonne idée de cadeau, en fait. Oui, c'est ça. Les personnes se regroupent pour offrir ça, pour des noces. C'est original. Oui. Ça permet d'avoir dans un livret toute l'histoire de la famille, quelque chose de vivant et de ludique, en fait. Et Jean, je voulais savoir, pour les personnes qui changent de nom, par exemple, comment ça marche ? Est-ce que la recherche est plus compliquée ? Alors, il faut savoir que... une adoption... Alors, il faut savoir que quand on change de nom, quand il y a un changement de nom, il y a toujours une mention en marge de l'acte de naissance. Donc, on sait si la personne a changé de nom. Pour une adoption, par exemple, si c'est une adoption plénière, là, il va y avoir une rupture avec la famille de naissance, la famille biologique. Donc, on ne pourra pas faire la généalogie de la famille biologique, c'est pas possible. Ce sera que la famille adoptive, en fait. Donc, si après, il y a des personnes, là, j'ai encore quelqu'un qui m'a contacté là dernièrement, par exemple, qui veut changer de nom, qui veut reprendre le nom de son arrière-grand-mère, qui est un nom qui est en train de s'éteindre. Donc ça, on appelle ça un relèvement de nom. Ça, c'est possible de faire des recherches aussi pour pouvoir représenter le dossier au tribunal. Mais du coup, la filiation, elle est un peu plus compliquée pour les recherches quand on change. Parce qu'il y en a, ils n'aiment pas leur nom, par exemple, ils veulent changer parce qu'ils n'aiment pas leur nom. Du coup, après, la filiation, elle devient un peu compliquée. Ça devient, oui, et c'est aussi le souci maintenant avec les naissances où on peut mettre on peut mettre plusieurs noms, le nom de la mère, le nom du père, le nom de... Et donc, oui, ça devient, ça devient un peu plus... Oui, et en mettant le nom du père et de la mère, du coup, c'est plus facile à faire des recherches, en fait. On peut retrouver plus facilement. Il faut que... c'est plus facile dans le sens où, de toute façon, il y a le nom des parents directement. Mais après, il faut que... En général, quand c'est comme ça, tous les enfants ont le même nom pour qu'on puisse... Toute la fratrie a le même nom. Donc, mais c'est vrai que ça fait partie des nouvelles lois. Et combien de temps vous mettez, par exemple, pour faire un arbre généalogique ? Alors ça c'est toujours la question un peu compliquée, dans le sens où tout dépend justement si la famille a beaucoup bougé, ou si la famille est restée dans le même village. On comprend bien que si elle est restée dans le même village, c'est plus rapide que si elle a bougé dans toute la France. Donc c'est toujours un peu difficile. On va dire que en règle générale, pour monter, si on remonte un arbre à plusieurs générations, on met quand même 1 mois, 2 mois, tout dépend de la recherche, en fait. Et pour les recherches successorales, c'est pareil. Alors là, c'est pareil, ça peut être rapide, comme ça peut être très très compliqué. Oui, c'est difficile de donner du temps parce que tout dépend de la recherche. Oui, d'évaluer en fait. C'est ça. Parlez-nous des carnets ouverts. Alors les carnets ouverts. Alors ça c'est quelque chose. Alors ça, c'est ma façon à moi de mettre ma petite touche personnelle dans mon travail. C'est-à-dire que, comme j'aime écrire, j'ai un peu raconté mes recherches, quelques recherches. J'ai raconté un peu, d'une façon un peu poétique, pour que ça donne envie aux personnes de s'approprier peut-être leurs recherches aussi, ou d'écrire aussi leur histoire. Je trouve que c'est important de mettre des mots sur une histoire familiale. Vous travaillez toute seule, Annie, ou on vous aide, vous êtes aidée par des collaborateurs ou... Alors là, je viens de prendre quelqu'un à mi-temps pour mon cabinet, pour travailler surtout sur la recherche successorale, parce que c'est la recherche que je développe de plus en plus, travailler avec les notaires et les avocats. Oui. C'est passionnant ce que vous nous racontez. Après, le temps passe vite. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Annie ? Sur votre métier, c'est votre passion en même temps. Oui, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai la chance de faire un métier passion, comme on dit maintenant. Et il y a beaucoup de personnes qui me contactent justement pour savoir comment on peut devenir généalogiste, comment on peut travailler dans cette branche. Et c'est quoi les études pour être généalogiste ?
Alors, il y a pas d'études vraiment, il n'y a pas de diplôme, la profession n'est pas réglementée, donc tout le monde peut s'installer généalogiste, en sachant que c'est quand même, voilà, c'est une entreprise, c'est une création d'entreprise, il faut quand même développer, gérer, c'est comme une entreprise, hein, de toute façon. Et donc, il n'y a pas de diplôme vraiment, par contre, il y a ce qu'on appelle des diplômes universitaires, qui sont en complément d'une licence ou d'un doctorat, quelque chose comme ça, qui permettent d'apprendre à la recherche. Mais de toute façon, la recherche généalogique, je dirais qu'il faut faire, quoi. On ne l'apprend pas dans les livres. Oui, ça s'apprend pas. Il y a même une formation non plus. Donc, Il y a des gens qui peuvent venir vous voir en disant, bah voilà, je voudrais une petite formation. Comment vous fonctionnez, comment vous faites vos recherches. Alors moi, j'ai à cœur de prendre des stagiaires. Je prends des stagiaires, des élèves de 3e, par exemple, qui viennent de découvrir le métier. J'en ai eu plusieurs. C'est toujours intéressant, je trouve, de prendre des jeunes comme ça. Et après, je prends aussi des stagiaires qui font justement le diplôme universitaire. C'est un diplôme universitaire qui se fait en ligne, à distance, donc on peut le faire de où on veut. Et puis on vient faire un stage justement de un mois et demi pour justement apprendre vraiment le métier concrètement, quoi. Donc, Et c'est quel diplôme qu'il faut? Alors, en général, pour faire par exemple la recherche successorale, il faut un diplôme de droit. Donc, au moins avoir une licence de droit, ou alors une licence d'histoire. Et puis après, on apprend la technique, je dirais, de la recherche. Et puis voilà, on est aussi, les gros cabinets de généalogie forment eux-mêmes leurs salariés. Oui, parce qu'il y a quand même une technique, hein, Oui, malgré bien sûr. tout. Ah, bien sûr, On tout à fait, ne peut pas tout dévoiler, tous les secrets non plus. non. Mais bien sûr, il y a de la technique et il y a aussi une logique, quoi. On recherche pas n'importe comment, on part dans un certain sens et on fait. Moi, je dis toujours, on part du connu vers l'inconnu. Voilà. Mais il faut toujours partir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire on part d'un acte concret, un acte de décès, un acte de naissance, puis on va vers l'inconnu mais on va toujours on part toujours du connu, quoi. Je pense qu'à la fin, il y a une certaine satisfaction, en fait, une fois que vous avez fini vos recherches, tout soit à généalogique ou alors successorale aussi. Exactement, oui, bien sûr, parce que quand on a fini une recherche familiale, qu'on la donne au client, qu'on voit sa satisfaction quand il ouvre par exemple le livret, qu'il regarde, qu'il voit les photos, et quand on voit son œil qui pétille, on sait qu'on a fait le travail comme il faut, on est content. Et puis quand c'est une recherche d'héritier, que on a retrouvé les héritiers, que le notaire, la succession se règle, est terminée, que les héritiers ont eu leur part, oui, on est content de terminer le dossier, oui, bien sûr, et c'est satisfaisant. Merci Annie. Si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, n'hésitez pas. Non, mais je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir éclairé sur ce métier de généalogiste. Hein. Voilà, puis s'il y a des jeunes qui veulent faire des formations ou des stages, ils peuvent venir vous voir. Tout à fait. Merci. Merci à vous Annie. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite.
Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home. Bonjour Virginie. Bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir Renata Bergon pour les poupées d'Oulas. Oui, c'est tout à fait ça. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir Renata. C'est plus simple. Renata. Bien sûr. Je vais vous demander de vous présenter. Donc, je m'appelle Renata Bergon. Je suis en fait infirmière de formation. Et je suis en France, je suis d'origine brésilienne. Je suis en France depuis presque 18 ans. Et depuis que je suis arrivée ici, j'ai mis ma carrière d'infirmière entre parenthèses pour avoir mes enfants. Et j'ai décidé de me rentrer dans une nouvelle aventure, que c'était la couture. Parce que ça a toujours été dans mes veines. Et là, au Brésil, je n'ai jamais eu le temps de le faire. Et ici, je commençais à développer ça. Et j'ai commencé à faire des petits habits pour les enfants. Et aujourd'hui, je donne des cours de couture à ces enfants aussi. Comment vous avez appris la couture ? Ça s'est transmis de génération en génération. C'est votre maman qui vous a appris. Et voilà, ou vous avez pris vous aussi des cours pour pouvoir apprendre ? Pas du tout, Virginie. En fait, ma maman, elle était bien manuelle, mais elle ne faisait pas de la couture. Et en arrivant en France, je décidais que je voulais le faire. Mon mari, en fait, avait une machine à coudre dans le rangé de nos affaires. Et je commençais à prendre des cours à droite, à gauche. Et je me souviens, je suis allée voir une dame qui avait une école. Je voulais apprendre avec elle. Et en arrivant là-bas, la 12e semaine, elle m'a dit « Mais Renata... » En fait, elle avait un accent très, très fort, ici du Nord. Et moi, je ne parlais pas du tout le français à l'époque. Et son accent était très, très fort. Je n'arrivais pas à la comprendre. Et elle m'a dit « Mais tu sais, Renata, tu ne vas jamais, jamais sortir de l'auberge. » Et cette phrase m'a marquée et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elle me traite comme ça. Et c'est là que j'ai mis toutes mes forces. Et j'ai appris un peu toute seule et j'ai réussi à développer ma technique, ma façon d'apprendre. Et c'est comme ça que ça s'est arrivé. Et donc, du coup, tu as rejoint l'association Zigzag il y a 10-15 ans. C'est ça, une dizaine d'années. Et donc, du coup, ça s'est passé comment vous êtes arrivés et tout de suite il y a eu des enfants qui ont voulu apprendre et puis ça a grossi et puis C'était un peu comme ça au début. Ça commence toujours timide. Mais travailler avec Pierre chez Zigzag, c'était génial pour moi, une énorme opportunité. Donc ça a grossi, j'ai eu pas mal de petits-enfants qui étaient avec moi. Et après, avec la pandémie, on était obligés d'arrêter. Et je suis partie pour habiter dans le sud. J'ai fait une parenthèse dans le sud de 2 ans. Et là, je reviens et je recommence toujours avec Pierre, maintenant à la Barjo. Et on recommence à avoir les enfants et les adultes avec moi. Mais on peut rappeler ce qu'est Zigzag ? Zigzag, c'est un atelier d'art plastique. D'accord. Géré par Pierre Dupré, qui est un artiste et une personne merveilleuse. Oui, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, à la Barjo. Alors, depuis juillet, je pense. Depuis juillet, ils ont déménagé dans leur nouvelle structure, c'est là-bas, à la Barjo. Voilà, à Ona. À Ona, toujours à Ona. Renata, vous réalisez des poupées. Oui. Des poupées qui se rapprochent quand même de la réalité. Oui. Expliquez-nous. En fait, ce sont des poupées. En fait, quand je me suis aperçue que ma fille était en train de grandir, je voulais trouver une façon de l'expliquer ce qui c'est la puberté d'une façon très délicate. Et c'est là que j'ai uni un peu la couture avec mes connaissances d'infirmière et je créais donc une poupée qui a toutes les caractéristiques d'une petite fille qui est en train de grandir, c'est-à-dire toutes les bourgeons mammaires et tout ce qui va avec. En fait, les poupées accompagnent les petites filles, comme vous venez de leur dire, dans leurs premières années de fillette, en fait. C'est ça. C'est ça. Et en fait, cette poupée est devenue mon outil principal pour que je puisse former donc ces petites filles par des formations avec des ateliers avec les mamans, leurs mamans, et on passe toute une journée en train de faire des exercices et pour parler de cette nouvelle cycle qui arrive. Donc les mamans viennent avec leurs petites filles pour créer des poupées. Oui. Pas forcément, la poupée est toujours là. Oui, mais il y a aussi d'autres, il n'y a pas que des poupées, il y a aussi autre chose. Il y a des ateliers où les enfants viennent pour construire leurs poupées et il y a des ateliers où elles viennent avec leur maman pour qu'on parle autour du cycle menstruel et tout ça, mais on ne fabrique pas les poupées. Mais les poupées sont toujours présentes pour
montrer un peu comment les choses se passent. En fait, elles servent un peu à l'éducation des fillettes, en fait. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine ? Ma fille. Votre fille. Ma fille, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu vu, un peu comme tabou. Et je voulais absolument lui offrir une espèce de... faire avec elle un rituel de passage. Et la poupée a servi à ça. Et donc là, c'est tout nouveau, cette activité, ça débute, l'activité de la poupée. Et du coup, l'idée, ce serait peut-être, je ne sais pas dans les projets, mais pouvoir aller dans les écoles avec cette poupée ou ça reste vraiment ciblé sur... Non, je suis ouverte. D'ailleurs, cette semaine, je suis allée à une maison de quartier, animer aussi un atelier pour parler avec des jeunes. Donc, je suis ouverte à emmener mon message au plus long possible. Et à partir de quel âge, du coup, les petites filles peuvent venir ? À partir de 8 ans, je commence à travailler avec les filles. D'accord, donc les écoles élémentaires peuvent vous contacter pour pouvoir faire des ateliers ou des interventions avec cette poupée. C'est génial. Et du coup, à la Barjot, c'est des ateliers, donc couture, enfants, et adultes ou tout d'abord, il y a un atelier que pour les enfants, mais le mercredi, donc ce sont 2 projets différents. D'accord. Le projet avec la poupée et l'éducation menstruelle et le projet avec la couture. À la Barjot, je commence tous les mercredis à 8h du matin et je vais jusqu'à 20h. Donc, il y a plusieurs créneaux différents et pour les enfants et pour les adultes qui ont envie de coudre. Alors, un enfant qui arrive à votre cours qui n'a aucune expérience, qu'est-ce que vous réussissez à lui faire faire, à lui apprendre? Non, ça donne envie du coup. En fait, je commence avec les enfants dès l'âge de 6 ans pour faire la couture. Donc ils arrivent, elles sont toutes timides parce qu'elles ne connaissent pas et elles regardent la machine. Mais l'avantage, c'est que les enfants n'ont pas peur. Et comme elles n'ont pas peur, elles arrivent à faire tout ce que je leur propose. Et en fait, je leur propose des choses qui sont dans leur capacité parce que je ne veux pas qu'elles deviennent frustrées de ne pas réussir. Et mon but, en fait, c'est de leur montrer qu'elles sont capables. Donc, on fait plein de choses différentes. Des poupées, des tabliers, plein de choses différentes. Et le fait qu'elles font ça avec leur maman, ça crée des liens ? Beaucoup. Et c'est aussi mon but parce que je pense que c'est très important que les mamans fassent partie de tout ce qu'elles sont en train d'apprendre. Alors, ce que vous faites, c'est bien, je trouve, de ramener un peu la couture à l'ordre du jour, parce que la couture, dans les esprits, on va dire que, voilà, c'était destiné aux femmes qui restaient à la maison, qui faisaient des vêtements pour leur famille. Et là, vous prenez le contre-pied, en fait. La couture, en fait, à mon avis... C'est même une forme, du coup, maintenant, d'émancipation. Exactement. Elle nous donne du courage, en fait. Elle ouvre plein de portes parce qu'elle montre qu'on est capable. Parce qu'on prend un bout de tissu et tu transformes des choses merveilleuses. Et ça montre qu'on est capable d'aller plus loin. Et vous utilisez quel genre de tissu ? Parce qu'il y a toutes sortes de tissus. Mais j'utilise toutes les sortes de tissus. Voilà. Avec les enfants, c'est surtout avec le coton parce que c'est une matière plus simple à travailler. Mais quand, par exemple, avec mon côté brésilien, j'aime bien mélanger les couleurs. Et c'est là, je pense, qu'il y a tout le charme de cette nouvelle génération de couture, on va dire. Et les enfants, quand elles ont fait, un objet ou même un vêtement aussi, je pense qu'elles doivent être contentes à la fin, doivent être satisfaites de leur travail et fières aussi. Bien sûr. Là, la semaine dernière, nous avons commencé à faire une jupe patineuse, une jupe corolle avec les filles. Donc, elles sont ravies, elles rêvent de partir. Il y a déjà des projets pour aller au mariage. Donc oui, ça donne des ailes à ces petites filles-là. Pourquoi pas une exposition des vêtements ou des objets que font les petites filles ? C'est prévu à la Barjot. Ah, vous voyez, un scoop. Je ne savais pas. Et au-delà des petites filles, est-ce qu'il y a des garçons ? J'ai déjà eu des garçons. J'ai déjà eu des garçons, pas beaucoup, mais j'ai déjà eu un petit garçon qui n'arrivait même pas à mettre les pieds sur la pédale tellement qu'il était petit. J'étais obligée de mettre des caisses, des livres pour qu'il puisse se coudre. Il est venu avec sa maman et j'ai déjà eu, je pense, au total une dizaine de garçons. Donc, c'est pas beaucoup par rapport à la quantité de filles,
mais ils viennent quand même. Oui, et puis on va dire que il y a beaucoup d'hommes qui sont des grands couturiers. Exactement. Au niveau de la couture. Exactement. Et au-delà de ça, c'est aussi une opportunité pour qu'ils apprennent aussi à se débrouiller. Mon garçon, par exemple, il sait coudre un bouton. Plus tard, il va partir et il saura comment faire. Enza disait tout à l'heure dans ce monde de consommation, de surconsommation. Ouais. On achète un pantalon alors qu'on en a déjà un. Enfin voilà. Ouais. L'idée, c'est aussi de pouvoir justement les reprendre, les transmettre peut-être à ses enfants, de pouvoir rétrécir, allonger. Enfin, c'est vraiment à la mode aussi ça en ce moment. Les jeunes, ils aiment beaucoup ça. Enfin, moi, j'ai une fille de 16 ans et je sais que elle a plein de copines qui aiment bien customiser un peu les vêtements des mamans ou qui récupèrent des petits vêtements sur les brocantes ou les choses comme ça et qui les... Est-ce qu'il y a des gens, du coup, qui viennent aux ateliers avec déjà des projets ou est-ce que forcément, c'est vous qui leur dites, voilà, aujourd'hui, on va faire un sac ou aujourd'hui, on va faire... Ou alors, ils peuvent venir avec leur pantalon en disant, écoute, Renata, moi, j'ai un ourlet à faire, je sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer il y a un peu tout. J'ai mes projets à moi que je propose. Je travaille beaucoup avec le zéro déchet, avec les adultes aussi. Mais il y a des dames qui viennent avec leurs projets et si c'est pas trop compliqué, on va faire ensemble. Et je dis si c'est pas trop compliqué parce qu'on est toujours 6 personnes ensemble. Donc si j'ai quelqu'un qui a un projet super compliqué, je pourrais pas donner ça prend le temps pour tout le monde aux autres. Donc il faut toujours trouver un équilibre. Et du coup, donc la Barjo, c'est une journée par semaine, c'est ça ? Oui, je suis là, pas tous les mercredis. Et est-ce qu'il y a d'autres ateliers ailleurs ou pas ? En dehors de la Barjo ? Ouais. Enfin, oui, par exemple, la semaine, je suis allée animer un atelier dans une maison de quartier, donc dans une association. C'est possible. Mais mes activités aujourd'hui, elles sont plutôt centrées à la Barjo. Et il y avait, il y a quelques jours, une expo, enfin, il y avait mi-octobre, justement à la Barjo, toujours, il y avait une exposition ou je me souviens plus. Il y a toujours plein de choses à la Barjo, toujours. Le 19, c'était le 19. Le 19, c'était mon... Oui, ouais, voilà. Et c'était quoi exactement ? C'était en plus des ateliers Oui, c'était l'atelier. C'était un atelier mère-fille où on parlait justement c'était sur les premières règles. Donc c'est là qu'on a travaillé avec les mamans et les enfants toute la journée. Et on a eu une naturopathe avec nous et une conteuse d'histoire aussi. Donc c'était génial. C'était génial. Une journée complète sur le thème de la jeune fille, la femme. C'était génial. Ouais. C'était émouvant. Les mamans étaient contentes. Et c'est rigolo parce que les filles, normalement, elles arrivent un peu timides parce que c'est quand même un thème qui n'est pas facile à aborder. Et elles partent, elles sont ravies, elles sont contentes, elles sont... Voilà. Vous aimez transmettre des valeurs, Renata ? Ouais. Aux petites filles dans ce monde aujourd'hui, c'est pas facile pour une petite fille, une femme de trouver sa place. Et avec vos ateliers, avec ce que vous proposez, ça permet un petit peu de s'émanciper, de comprendre un peu mieux. Exactement. Je pense qu'on est né avec avec des missions. On vient au monde pour accomplir nos missions. Et je pense que celle-là, c'est une de mes missions. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais c'est déjà bien celle-là. Quelque chose à rajouter, Virginie ? Vous voulez rajouter quelque chose, Renata ? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu d'ici la fin de l'année ? Non, plein d'ateliers, pas plus que ça. J'ai encore de la place, tout le monde est bienvenu, les enfants, les adultes. Donc si on veut s'inscrire, vous avez un Facebook, je crois. J'ai une page Facebook, Poupée Doulas, j'ai une page Instagram et j'anime aussi pas mal de choses au Brésil à partir d'Instagram aussi, donc c'est bien large. D'accord, vous animez également au Brésil ? Par Internet, oui. D'accord, écoutez, Renata, on a appris beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. C'est bien. Merci d'être venue. Merci à vous. On viendra vous voir à la Barjo. Avec grand plaisir.
Et une petite annonce avant de terminer, la compagnie Comédie. Elle était déjà venue, Stéphanie Laferrière, pour présenter le spectacle J'ai rêvé d'un autre monde. Là, ils vont rejouer ce même spectacle dimanche 3 novembre à 16h à l'espace Pierre Richard de Valenciennes avec Giovanni Rocca, Stéphanie Laferrière, Arnaud Thierry et en voix off Francis Huster. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.